Sixième étape de la quête du héros, ce sont les premières épreuves du héros dans ce monde extraordinaire. Une fois qu'il a passé le seuil, évidemment, il va devoir découvrir de nouvelles expériences. Mais pour cela, il va rencontrer également des amis qui vont le soutenir dans ces différentes épreuves, ces mini-épreuves avant l'épreuve ultime, mais également des ennemis. C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Alors cette semaine, je voudrais aborder à la suite du passage du seuil les épreuves, rencontres des alliés et des ennemis. Alors dans cette quête que je rappelle être le travail d'une vie, le travail de Joseph Campbell, qui est un auteur extraordinaire, j'aurais vraiment aimé l'avoir comme professeur, qui a écrit ce qui était un monomythe, c'est-à-dire tout ce que le héros de la mythologie, mais également de nos histoires personnelles, de nos histoires, de l'histoire avec un grand H, des grands personnages de notre monde, ont pu vivre lorsqu'ils ont pris leur courage à deux mains pour sortir du monde ordinaire. Si vous n'avez pas vu le premier épisode qui introduit cette quête du héros, je vous invite à écouter l'épisode 108 pour mieux comprendre cette, cette quête. Alors, l'étape numéro 6, c'est le moment où le héros, l'héroïne, entre véritablement dans le monde extraordinaire. Après avoir franchi le seuil, le héros se confronte enfin au réel changement. Il est mis à l'épreuve. Des petites épreuves, il vacille, il apprend. Et c'est souvent là que, dans une remise en forme, on se décourage. On progresse les premières semaines et puis on stagne. Puis on se dit, ah mais non, finalement, je ne suis pas fait pour ça. Ou ça arrive souvent quand je prends en coaching des femmes de 40, 50 ans qui décident enfin de se prendre en main. Eh bien, quelques semaines après, il arrive quelque chose dans la famille. Un adolescent fait ou un enfant fait une bêtise ou un parent tombe malade. Et du coup, cette mère de famille, cette fille qui enfin prenait soin d'elle ou se prenait en main, eh bien, va tout abandonner pour prendre soin de l'autre. Et là, de nouveau, elle perd la loyauté envers soi-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller soutenir le parent ou encadrer de manière un peu plus intense l'enfant ou l'adolescent, mais c'est sans s'oublier. C'est là où il ne faut pas vaciller. C'est à ce moment qu'apparaissent les ennemis extérieurs ou intérieurs. Comme je viens de le dire, c'est le fait de sauver, d'être le sauveur de la personne, mais également la fatigue, la peur du retour en arrière, la solitude du chemin. À côté de ça, le héros ne marche pas seul. Rappelez-vous, j'en parle souvent, cette citation que j'ai écrite et que je trouve assez pertinente, malgré tout. hein. On peut se lancer des fleurs parfois. La vie est un sport individuel qui se pratique en équipe. La vie est un sport individuel qui se pratique en équipe. Sport individuel parce que pour vous lever le matin, il n'y a que vous qui allez prendre la décision. Il n'y a que vous qui allez dire non à un troisième verre. Il n'y a que vous qui allez mettre vos baskets pour aller courir. Mais ces baskets, vous n'êtes pas obligé de les pratiquer seul. Vous pouvez aller avec un compagnon d'entraînement. Et donc, sur cette quête, dans cette quête du héros, de l'héroïne, des alliés se révèlent. Dans les étapes de l'Odyssée d'Ulysse, après la guerre de Troie, Ulysse entame un retour semé d'embûches. Il va faire face à des épreuves, les épreuves des sirènes, des cyclopes, de Scylla. Chacune d'elles le dépouille d'une certitude, mais renforce sa ruse, sa patience et sa sagesse. Si vous êtes prêt à apprendre, vous allez voir que cette quête de la santé est vraiment fabuleuse. Il rencontre aussi des alliés, des dieux, des mortels bienveillants ou encore ses propres qualités stratégiques qui deviennent ses meilleurs compagnons. C'est un long apprentissage de l'humilité et du discernement. Alors, je bascule maintenant dans une histoire que vous connaissez probablement mieux que l'Odyssée d'Ulysse, que nous allons, je l'espère, pouvoir découvrir très bientôt sur nos écrans. C'est l'histoire de Luke dans Star Wars.
Une fois parti, il va faire face, pardon, à ses premiers deuils, ses premières batailles, comme la mort d'Obi-Wan, assez tôt dans sa quête. Il s'exerce à sentir la force, il doute de lui-même, mais il progresse dans toutes ses péripéties. Ses ennemis prennent forme, l'Empire, Dark Vador, tout comme ses alliés, Chewbacca ou les rebelles ou Leila. Chaque combat l'éloigne de l'adolescent passif de Tatooine et le rapproche du Jedi qu'il est destiné à devenir. Je vous donne aussi un exemple moderne qui m'a frappé quand j'ai fait des recherches justement sur ce monomythe. C'est l'histoire de Nelson Mandela. Après avoir franchi le seuil de la résistance politique ouverte, Mandela entre dans la longue épreuve de l'incarcération. 27 ans de prison. Ça, ce sont ses épreuves à lui. 27 ans de prison. Mais au lieu de se briser dans ces 27 ans d'isolement, il rencontre des alliés, des gardiens qui le respectent, des codétenus qui partagent son idéal, et surtout un allié intérieur nouveau, la vision à long terme. C'est ça les épreuves, les rencontres et des alliés et des ennemis que Nelson Mandela a vécu dans son monomythe. Ses ennemis sont bien sûr visibles, le régime de l'apartheid, mais il comprend que la haine serait son pire adversaire intérieur. Il sortira transformé, prêt à gouverner un pays et non à se venger. C'est dans cette traversée que l'homme devient le héros de paix que l'histoire retiendra. Donc vous voyez que ce monomythe, il n'est pas simplement sur les écrans ou dans les vieux livres d'histoire, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit que je vous propose de faire, c'est vraiment une véritable quête intérieure. Et donc pour vous, quelles sont vos épreuves, vos alliés, vos ennemis durant cette quête? Dans notre monde moderne, nombreuses sont les épreuves au quotidien. Un emploi du temps rebelle, un entourage qui s'interroge, une fatigue qui décourage. Tu ne vas tout de même pas me laisser boire toute seule. Ça, c'est vraiment la phrase qui vient inconsciemment d'un ennemi. Tu étais bien plus joyeux avant de perdre du poids. Hein, c'est ces petites piques que les gens vous envoient lorsque vous transformez vos habitudes et que commence à se voir et qu'il y a de la jalousie, ou simplement que vos efforts font miroir avec les efforts que l'autre n'arrive pas à faire. Ça peut être aussi une petite voix du passé qui dit, tu crois vraiment que ça va marcher cette fois-ci? Oh, tu te fais des illusions. Mais en même temps, vous n'êtes pas seul. Des soutiens peuvent apparaître, des confirmations. Dans mes 12 travaux d'Hercule, j'ai pu ressentir des choses que je n'avais plus ressenties depuis très longtemps. J'ai pu voir que la vie me renvoyait très concrètement des preuve que j'étais sur la bonne voie et que ces 12 travaux d'Hercule n'étaient pas simplement un exercice mental, que ce n'était pas simplement l'esprit poétique du poisson qui était en moi et qui voulait trouver une cohérence avec la mythologie, mais que c'était vraiment une épreuve de transformation. D'ailleurs, au mois de septembre, j'ai eu comme ça un moment où j'ai un peu moins agi dans mes travaux d'Hercule. J'ai plus subi et je me suis rendu compte que je retournais un peu dans ce qu'on appelle the rat race en anglais, hein, la course de la petite souris qui est dans sa roue et qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et j'avais vraiment l'impression de retomber dans la Matrix. Hein, j'étais sous ma douche et je repensais à Matrix, le film, et je me disais, tiens, c'est marrant parce que le fait de m'imposer des épreuves, des travaux comme ça, chaque mois, 30 jours non-stop, eh bien, ça me permettait de me transformer, de sortir de ce quotidien qui m'happait et la raison pour laquelle j'avais angoissé justement avant mes 50 ans. Donc, soutien inattendu, ça peut être par exemple, et j'ai une cliente qui le vit en ce moment, qui travaille sur sa confiance en elle. Et alors, je ne suis pas thérapeute, mais je travaille sur sa confiance en elle par rapport à sa santé, par rapport à son alimentation, son sommeil, sa gestion du stress, son activité physique. Et elle reçoit des témoignages d'une ancienne collègue qui vient justement en renforcer sa confiance en elle, ou nourrir, dans ce cas, sa confiance en elle. Vous décidez de changer votre manière de manger et vous rencontrez une représentante de Thermomix qui vous explique toutes les facilités d'une cuisine technologique. Mais là, c'est également la vie qui vous envoie sur une facilité. Parce que clairement, beaucoup de personnes vont se dire, oui, mais changer les habitudes alimentaires, ça prend du temps, etc.
On a aujourd'hui de la technologie qui nous permet de faciliter énormément notre quotidien et de le mettre à notre service. Parce que se faire livrer un fast-food à la maison, c'est la facilité, mais ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas un service à notre santé. Par contre, s'offrir un Thermomix par rapport au dernier smartphone ou iPhone du moment, c'est plutôt quelque chose de positif pour sa santé. Alors c'est marrant parce que récemment, je discutais avec une personne que je ne connais pas depuis très longtemps, et je lui disais, ah ben, il y a très longtemps, j'ai un de mes clients qui disait que le jour où il serait riche, le summum de sa richesse serait de pouvoir avoir un chauffeur. Pour lui, c'était une marque de succès, de réussite d'avoir un chauffeur. Comme ça, il n'avait plus besoin de conduire. Sachant qu'en Belgique, pour avoir un chauffeur, il faut quand même avoir un certain budget. Et moi, je m'étais dit, tiens, bon, si un jour j'ai ce budget-là, je ne le mettrai pas dans un chauffeur, mais dans un cuistot. Parce que je ne suis pas très bon cuistot, j'ai une épouse qui cuisine très bien, mais le luxe d'avoir quelqu'un qui fasse les courses, le marché, les meilleurs produits, qui puisse nous proposer à nous et à notre famille les meilleurs petits plats, là, ce serait vraiment extraordinaire. Et cette personne me dit, oh, ben moi, si j'avais l'argent, ce ne serait certainement pas un cuistot que je, je demanderais, ni un chauffeur, ce serait de pouvoir aller au restaurant tous les jours. Et donc là, on a effectivement le choix dans ces épreuves, dans ce changement de paradigme du monde ordinaire vers le monde extraordinaire. Et je vous le souhaite d'avoir un monde extraordinaire où vous pourriez avoir un cuistot ou un chef à la maison, de pouvoir faire le choix entre je vais au resto ou j'ai un chef à la maison et c'est moi qui vais lui donner les standards de qualité. Ou encore vous décidez de vous remettre au sport et un cours de marche nordique s'ouvre à côté de chez vous. Donc ça, ce sont des rencontres qui vous permettent de vous pousser vers ce nouveau monde, ce monde où votre santé va devenir un élément central, une priorité. Pas le loisir. On peut avoir du loisir, mais si la santé n'est pas une priorité, tôt ou tard, on va devoir en payer le prix. Et je dis toujours, soit on le paye maintenant le prix pour avoir une belle vie très longtemps, soit on ne paye pas le prix maintenant, mais on le payera plus tard sous d'autres formes. Je me souviens d'une citation qu'un jour un de mes clients m'a donnée, mais c'est au tout début de ma carrière, et qui disait, nous rencontrons les gens pour trois choses, soit une raison, une saison ou toute une vie. Donc dans cette quête du héros ou de l'héroïne, vous allez rencontrer des gens qui seront là juste pour une raison, juste pour vous donner le petit coup de pouce pour avancer ou parfois pour toute une saison, la saison de la quête, jusqu'au moment où vous allez revenir avec l'élixir, on en parlera plus tard, et vous allez pouvoir partager les résultats de votre quête. Parce que c'est ça qui est fabuleux avec cette quête du héros, c'est que quand vous avez terminé votre quête, vous la ramenez et vous la partagez. Et vous comprenez donc que ce chemin se fait avec des hauts et des bas. Et c'est ça qui doit être important à comprendre. C'est pas parce qu'on décide de se mettre en forme que ça va être un voyage idyllique, une lune de miel. Il faut se dire que si on sort d'habitude, si on sort de vieux comportements, eh bien, on aura tendance à vouloir y retomber parce que c'est faire un effort. Le courage nécessite de l'énergie et parfois on n'a pas toujours l'énergie qu'il faut. Chaque tension est une opportunité d'ajustement. Chaque petit succès, une épreuve dont vous êtes capable. Il y a une citation qui dit, aujourd'hui je suis très branché citation, qui dit ce que vous vivez, euh, on vous l'envoie parce qu'on est certain que vous êtes capable de relever le défi. Malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas à relever le défi, mais ils en sont capables. Ils en sont capables, ça j'en suis certain. L'une des clés dans ces épreuves est d'avoir un objectif, une motivation plus forte que les obstacles. L'appel à l'aventure doit être suffisamment fort pour aller au-delà des freins. C'est un autre élément que je travaille en coaching, c'est que si votre envie de changer et de sortir de votre monde ordinaire n'est pas suffisamment forte, vous allez y retourner très très rapidement. Paul Chek, mon mentor, nous dit When the desire for change is greater than the resistance to change, change happens. Dans son approche des quatre docteurs, inspiré d'Hippocrate, Hippocrate parlait de trois docteurs. Il parlait de l'alimentation, qu'elle soit votre première médecine,
mais il parlait également de la capacité à se reposer, à dormir correctement, et il parlait aussi, surprenamment, déjà à l'époque, il y a 2500 ans, il parlait de l'importance du bonheur pour la santé. Paul Chek, lui, a rajouté docteur mouvement, puisqu'aujourd'hui on est devenu sédentaire. Même si Aristote, à l'époque de Hippocrate, disait aussi qu'il fallait être en forme pour être capable d'étudier ses cours. Et donc, docteur bonheur, chez Paul Chek, c'est ce qui donne l'envie de changer. C'est le docteur bonheur qui pousse la personne vers l'aventure, et cette aventure demandera une telle énergie que les trois autres docteurs seront essentiels. Il faut être capable de se reposer quand c'est important. Il faut être capable de faire les bons choix au niveau alimentaire et la bonne dose de mouvement pour atteindre cet objectif, qui est l'élixir de la quête, hein, la perte de poids durable, la disparition des douleurs, une énergie stable, la performance, que sais-je. Pour moi, l'expérience de mes 12 travaux d'Hercule est vraiment incroyable. Je ne peux pas le décrire autrement et j'espère un jour pouvoir vous le partager vraiment concrètement. Mais c'est un peu comme quand vous décidez d'acheter une voiture rouge et que vous voyez des voitures rouges partout. Eh bien, c'est ce qui se passe avec ces 12 travaux d'Hercule. Au plus je m'envoie des défis, au plus la vie me renvoie soit des épreuves pour me dire, tiens, est-ce que tu veux vraiment, hein, vraiment changer? L'un de mes défis était de lâcher prise. Eh bien, il y a une semaine où j'ai dû lâcher prise, mais tous les jours, chaque fois que je faisais un truc, il y avait quelque chose qui venait entraver la réalisation de mon objectif. Il y avait beaucoup de frustration. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de lâcher prise. Sinon, j'allais rebasculer vers mon ancien monde où, effectivement, je me pose la question, tiens, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Alors, certains diront que c'est la victime, hein, dans le triangle de Karpman, ou le syndrome de Calimero. Je me mettais pas, je pense, mais bon, voilà, dans le rôle d'une victime, mais quand même comme dépendant de l'environnement. Alors que je peux très bien être acteur dans mon environnement en lâchant prise, puisque ça, c'est moi qui le décide. Un ami sur la route, une invitation à partager mon expérience avec un mastermind, par exemple. Hein, dans ces épreuves, dans ces rencontres d'amis, eh bien, effectivement, pour la première fois, il y a quelques semaines, on m'a demandé de partager ce concept des 12 travaux d'Hercule pour la santé. Donc ça a renforcé, c'était un ami dans cette quête de mes 12 travaux. Un ennemi sur ma route? Ben, je suis plutôt quelqu'un de rigide dans certains points. Je veux absolument, si j'ai décidé de faire quelque chose, je veux y arriver. Et si je n'y arrive pas, je vais m'en vouloir. Eh bien, j'ai un de mes défis qui n'a pas réussi à atteindre son apogée. J'ai dû le modifier. J'ai dû lâcher prise. C'est d'ailleurs devenu la thématique de ce challenge, de ce mois-là. À vous à présent, puisque ces épisodes sont là aussi pour vous faire passer à l'action. Qui sont ou seront vos ennemis sur le parcours? Comment allez-vous faire face aux épreuves lors des coups de mou? Donc les épreuves. Quelques stratégies pour dépasser les moments de doute. Vous pourriez vous rappeler votre valeur professionnelle. En fait, ça, ce sont des stratégies que j'ai partagées avec une cliente qui a très 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 peu de confiance en elle. Pourtant, elle a un talent de dingue au niveau de l'empathie, au niveau de l'amour qu'elle peut partager, surtout avec les enfants, parce qu'elle n'en a pas eu suffisamment. Et donc, elle perd souvent confiance en elle. Elle est à la retraite, et durant sa retraite, elle continue à pratiquer certaines choses, une nouvelle carrière. Et donc, quand elle perd confiance en elle, je lui ai fait une liste avec tout ce quoi elle peut se rattacher. Donc, elle peut se rappeler sa valeur professionnelle, sa première carrière. Elle peut se rappeler l'amour partagé avec un ou une proche qui compte fort à ses yeux, mais pour qui elle est aussi un élément important. Je lui ai aussi partagé la métaphore des flocons de neige, que j'ai déjà partagé avec vous. Hein, petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Un flocon de neige, ça tombe, bah, vous l'écrasez entre vos deux doigts. Par contre, s'il neige toute la nuit, le lendemain, c'est pas avec vos doigts que vous allez déneiger devant la maison. Donc, j'en ai fait l'expérience. Donc, c'est se dire que les petites choses vont faire la différence. Ça va s'additionner et tôt ou tard, on va avoir un résultat. Se remettre dans une bulle de protection. Hein, parce que qui aurait l'idée de sortir tout nu dans la rue? Eh bien, au niveau énergétique, c'est la même chose.
Et ceux qui sont sensibles à l'énergie des autres, aux émotions des autres, hein, ne venez pas me dire que vous n'avez jamais senti, en rentrant dans une pièce, euh, le mal-être qu'il peut y avoir. Eh bien, ça vous touche. Le cœur en est touché directement. Et on peut le mesurer, ça, au niveau champ électromagnétique. Et visuellement, mentalement, se mettre dans une bulle de protection, avec de l'expérience et de la pratique, ça marche très bien. Alors, Byron Katie est une auteure, thérapeute, qui a mis en place un protocole en 4 questions. Lorsqu'on doute de soi-même, la première question à se poser, c'est est-ce vraiment vrai? Est-ce vraiment vrai à 100%? Et en fait, elle a même fait une version pour les enfants. Et comme cette personne dont je parle travaille avec les enfants, je l'ai invité à acheter le livre Bande dessinée avec Tigrou pour les enfants avec qui elle va travailler, pour pouvoir partager cet outil, cette stratégie extraordinaire avec les enfants. Et en même temps, elle peut le travailler avec elle. Se rappeler l'impact qu'elle a en tant que coach, puisqu'elle était dans une profession bien spécifique avec des enfants. Là, elle a repris sa retraite. Elle devient coach en gestion du stress pour les enfants. Et bien là, je l'invite à se rappeler de l'impact qu'elle a déjà eu sur ses premiers clients. Profiter d'un bon cookie maison. On a un petit coup de mou, on peut se faire plaisir. Pas avec la bonne crasse, hein, parce que parfois encore, je voyais un film récemment, c'est dingue, hein, mais un film, ça se passait dans un hôpital, la jeune fille arrive et elle veut voir son papa à l'hôpital parce qu'il a une opération du cœur à faire. Elle a une petite faim, elle va voir à la réception, est-ce que vous avez de quoi manger ici? Et la personne la regarde avec un petit sourire. Tu veux quelque chose pour manger ou une bonne crasse? Alors elle comprend que c'est une bonne crasse et elle l'envoie de l'autre côté. Comment est-ce qu'on peut vendre des bonnes crasses dans un hôpital? C'est quand même hallucinant. S'il y a bien un truc qu'il faudrait bannir des hôpitaux, c'est ça. On peut avoir une alimentation euh, euh, émotionnelle, réconfortante, mais avec de bons produits. Et donc on peut très bien se faire de bons cookies maison avec une bonne recette qu'on apprécie particulièrement et qu'on peut prendre en cas de besoin de remontant. Que ça ne devienne pas une habitude, qu'on puisse faire la distinction entre les deux, mais pourquoi pas. Maintenant, quelles sont les épreuves que vous pourriez rencontrer ou avez rencontrées lors de vos précédentes ou actuelles remises en forme? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir le cap? Est-ce qu'il y a un ami qui vous a aidé à tenir le cap ou qui est particulièrement sportif et qui pourrait être un allié de force, de privilégié dans votre quête aujourd'hui? Et qu'est-ce qui aurait tendance à vous freiner? Quels sont vos ennemis? 5 raisons pour lesquelles il est essentiel de les repérer. Un, parce que si vous nommez vos ennemis, c'est déjà reprendre du pouvoir. Ce que l'on ne nomme pas agit dans l'ombre. Identifiez ses ennemis, qu'ils soient extérieurs, une personne que vous savez être négative, ben, n'allez pas. Moi, je le dis à mes clients. Si vous savez que cette personne, même si c'est votre maman, et qu'elle est négative, n'allez pas la voir régulièrement pour entendre dire que vous avez pris du poids, que ce que vous faites, ça ne marchera pas, que ceci, que cela. C'est quand même votre maman. Ce qu'elle va dire va avoir un impact. Donc, si elle est plutôt négative sur vos... et j'en ai eu hein, des clienteux qui avaient cette situation-là, eh bien, n'allez pas stimuler cette partie-là. Ça peut être aussi des ennemis intérieurs, la peur, la paresse, le perfectionnisme, la culpabilité. Si vous les nommez, vous leur permettez d'être visibles et ce sera plus facile de les transformer. Connaître ton adversaire, c'est réduire de moitié son pouvoir sur soi. S'attendre à des remarques sur sa consommation d'alcool sera un atout. Vous savez que la personne ou telle personne va avoir une remarque. Bien, hop, en anticipant, ce sera déjà beaucoup plus facile à éliminer. Parce que les ennemis révèlent ce qui compte vraiment. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il faut pouvoir nommer ses ennemis. Un ennemi, ça n'existe que là où il y a des choses à défendre. En observant ce qui te met en résistance, tu découvres tes valeurs, tes besoins, tes limites. Ces ennemis deviennent alors des indicateurs de priorité. Si continuellement on vous parle de l'alcool, oui, mais non, l'alcool c'est pas grave, hein, ben, si vous glissez, c'est que effectivement c'est un point faible chez vous. C'est votre talon d'Achille. Hein, parlez-en à Achille, qui est un autre mythe important. Parce qu'il te force à évoluer. Les ennemis vous forcent, te forcent à évoluer. Les obstacles et les opposants obligent à sortir de la complaisance.
Il provoque un ajustement, une montée en compétence, une maturation. Rappelez-vous, vous êtes sorti du monde ordinaire, où il y avait déjà des ennemis. Vous allez les prendre dans votre monde extraordinaire et ils seront décuplés parce que vous allez changer. Ah, t'étais mieux avant. Ah oui, parce qu'avant, je disais oui à tout. Sans épreuve, pas de conscience, sans adversaire, pas de maîtrise. Point numéro 4. Parce que comprendre vos ennemis, c'est comprendre une partie de soi. Dans le langage symbolique du mythe, les ennemis sont souvent les aspects de soi-même que l'on rejette ou refuse d'affronter. Tout comme ce qu'on admire chez quelqu'un, c'est souvent une qualité que l'on refuse de voir. Eh bien, ce que l'on voit comme des ennemis sont aussi une part de nous-mêmes, c'est reconnaître notre ombre. C'est ce que Jung appelait intégrer l'ombre, transformer l'énergie destructrice en force créatrice. Vous avez des gens comme ça, et en remise en forme aussi, hein, des gens qui ont souffert énormément de leur poids, qui vont transformer cette image et qui vont devenir justement quelqu'un de modèle par rapport à cette transformation. Alors, là, le danger, c'est de prendre son exemple comme étant une généralité. Si moi j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Non, parce que chaque histoire est différente. Mais si on arrive à dompter son ombre, ça peut devenir vraiment une force parce que vous allez pouvoir aider ceux qui ont la même ombre. Cinquième raison pour laquelle il est intéressant de nommer ses ennemis, c'est parce qu'il prépare la victoire intérieure. Le héros du monomythe triomphe rarement en éliminant ses ennemis. Il les transcende. Connaître ses ennemis permet d'arriver à cette étape, non plus de les combattre, mais de les comprendre et d'intégrer, de les dépasser. À partir du moment où vous voyez cette maladie comme un ennemi et pas comme un moyen de se transformer, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Hein, le cancer, par exemple, combien de fois je vois sur les réseaux sociaux que le cancer est comme une chose à éliminer. Si on écoute la médecine nouvelle, la médecine germanique, on se rend compte que la cellule cancéreuse est un moyen du corps de se défendre en faisant proliférer des cellules à haute vitesse pour réagir à une problématique. Alors, ça n'est pas encore scientifiquement prouvé. Euh, c'est pour moi une question à se poser. Mes deux parents sont décédés du cancer, donc c'est un sujet qui me touche en particulier. Bien sûr qu'il y a la médecine qui est là pour agir et qui progresse. Bien sûr qu'il y a aussi un terrain sur lequel il faut travailler. Maintenant, si vous avez des difficultés pour repérer ces ennemis, ou si vous avez besoin d'un ami dans votre quête, hein, pas donc d'un point de vue au sens figuré du terme, n'hésitez pas à me contacter pour une rencontre. Nous pourrons ensemble repérer ce qu'il est nécessaire à relever et à développer des stratégies pour transcender ces ennemis. Car ce à quoi nous résistons, combattons, persiste. J'ai récemment un client avec qui j'ai travaillé qui ne conçoit pas la notion du vide. Pour moi, il résiste au vide. Et tant qu'il ne va pas euh, concevoir cet aspect du vide, il va vouloir le remplir. Mais remplir quelque chose qui n'existe pas n'a pas de fin. Et donc, il risque d'épuiser, de s'épuiser. Et c'est ce qui, à mon sens, se passe. C'était donc notre sixième étape, la sixième étape de la quête du héros, de l'héroïne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Et d'ici la semaine prochaine, d'ici l'étape prochaine, prenez soin de vous.